nous allons aujourd'hui vous parler d'intelligence artificielle avec Epitech et Julie Ferchose qui est chargée du développement et des admissions à Epitech et Axel Lambert qui est étudiant en 5e année. Donc ils vont nous parler de cas concrets et nous expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle. Julie, à vous. On va aborder aujourd'hui ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors on ne va pas rester quelque chose de très pointu. Le but c'est vraiment de vulgariser pour apporter des éléments de réponse et puis pour ceux qui sont sur le salon ou ceux qui nous regardent, avoir un petit peu des idées et comprendre comment ça se passe. Parce qu'effectivement, aujourd'hui l'intelligence artificielle, on en entend énormément parler. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on a une définition qui est en fait un ensemble de programmes complexes, informatiques, qui sont capables de reproduire un raisonnement ou un apprentissage humain. Donc, c'est-à-dire que le but d'une intelligence artificielle, c'est d'avoir un sens, un raisonnement, un peu comme nous. Et donc pour ça, effectivement, il y a de la programmation derrière et différentes choses qui vont être développées pour lui permettre justement d'appréhender ce raisonnement et cet apprentissage. Alors, vous allez me dire, ok, ça c'est chouette, mais c'est très vaste au final. L'intelligence artificielle, il y en a de partout. Et effectivement, souvent, dans l'inconscient collectif, l'intelligence artificielle va plutôt se rapprocher de ce qu'on appelle le machine learning. Alors, on va revenir juste après, mais juste avant, on va voir effectivement que l'intelligence artificielle, comme je viens de le dire, il y en a de partout dans la vie courante. C'est-à-dire que vous allez avoir des voitures autonomes ou des petites choses en plus sur des véhicules qui sont aujourd'hui sortis. On va le revenir après dessus. Également dans l'art, l'intelligence artificielle, il y a différents domaines et différentes applications au niveau de l'art. De l'intelligence artificielle dans le milieu chirurgical, avec des robots chirurgicaux qui vont assister les médecins, et également dans les milieux du divertissement, avec des robots qui vont challenger des personnes et des joueurs d'échecs ou jeux de Go pour arriver à battre ces joueurs professionnels. Et également, initialement, j'ai envie de dire, l'intelligence artificielle, il y avait donc dans le jeu vidéo pour reproduire comme si on jouait vraiment contre une autre personne. Donc on affrontait une intelligence artificielle pour vraiment faire comme s'il y avait quelqu'un face à nous. Comme je disais juste avant, dans l'inconscient collectif, le machine learning se rapproche plus de l'intelligence artificielle. Enfin, je ne sais pas comment le formuler. Oui, c'est un petit peu ça. Comme tu l'as dit durant le début de la présentation, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'extrêmement vaste. Pourtant, aujourd'hui, quand on en parle, ce qui est extrêmement populaire et ce qui revient dans l'esprit de la plupart des gens, c'est le machine learning. Mais le machine learning, c'est quoi ? C'est un petit peu flou, mais on va essayer de le simplifier rapidement. Le machine learning, c'est un réseau de neurones, avec des entrées et des sorties. On entraîne ce réseau de neurones pour qu'il nous produise un résultat. Imaginons qu'on veut entraîner notre réseau de neurones à détecter si l'image qu'on lui donne en entrée est un bébé tigre ou pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? En entrée, on va lui donner des pixels, donc les petits points de l'image, pour qu'il puisse détecter si c'est un tigre ou pas. Là, on va prendre un exemple très simple. On a bien entraîné notre réseau de neurones, on lui donne une image de bébé tigre, parfait. Il marche à 100%, il nous dit le tigre c'en est un. En vérité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Évidemment, on n'a jamais du 100%, on se rapproche plus ou moins des 100%. Prenons un autre cas où on a bien entraîné notre réseau, mais on ne lui donne pas une image de bébé tigre, on lui donne une image qui y ressemble un petit peu sans en être vraiment un bébé déguisé en tigre, par exemple. Là, le réseau de neurones va nous dire « Non, c'est pas vraiment un bébé tigre. J'ai reconnu quelques features, mais c'en est pas un. Donc je donne une probabilité d'à peu près 35% que ça en soit un. » Ce 35%, il veut dire deux choses. Premièrement, non, j'ai pas trouvé le bébé tigre, parce que c'est un résultat assez faible. Mais surtout, j'ai trouvé quelques caractéristiques. Le 35%, c'est pas 0%. Ce qu'il nous dit, le réseau de neurones, à ce moment-là, c'est j'ai peut-être détecté les oreilles du déguisement ou les moustaches. Donc c'est pas du zéro. Mais ce résultat-là, on l'a pas par magie. Pour que le réseau de neurones puisse détecter ce qu'est une image ou ce qui n'en est pas, il faut l'entraîner, il faut le nourrir. Comme on peut le voir à l'écran, une des manières les plus simples d'entraîner un réseau de neurones, mais qui est aussi la plus chronophage et la plus longue, c'est de labelliser des images. Donc par exemple, tigre, pas tigre, et de nourrir notre réseau de neurones avec ces images-là pour qu'il s'entraîne. Comment il s'entraîne ? Dans le concret, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de fonctions mathématiques qui sont
appliquée sur ces images, de manière simple, le réseau de neurones va essayer de trouver des patterns, comme les oreilles, les moustaches, la forme du visage du tigre, ce genre de choses, pour réussir à déterminer ce qui est un tigre ou ce qui n'en est pas un. Alors super, la solution à tous nos problèmes, ce serait de donner des milliards d'images au réseau de neurones pour qu'il puisse être parfait et avoir un taux de résultat de 100%. Non, malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. Si on nourrit trop un réseau de neurones, alors il va avoir des résultats en deçà de ce qu'on aimerait qu'il ait. Imaginons que j'ai appris mon texte par cœur, que je sois venu ici sans savoir absolument de quoi je parle et que j'ai appris une feuille, voilà, je ne sais pas du tout de quoi je parle. S'il y a le moindre événement qui vient gêner ma présentation, je vais être totalement perdu, je ne vais plus du tout savoir quoi dire. Et c'est un peu pareil pour un réseau de neurones. Si on lui apprend exactement à quoi correspond un tigre, avec des milliards d'images, dès le moment où on va lui donner une image qu'il n'a pas vue, qu'il ne connaît pas, il va être totalement perdu et il va être incapable de décerner un tigre dans l'image. Voilà, je vais laisser la parole à Julie qui va vous expliquer les cas concrets d'application de l'intelligence artificielle et du machine learning. Merci. Donc effectivement, c'est bien beau de savoir reconnaître un tigre aujourd'hui via une image, mais concrètement, dans la vie réelle, qu'est-ce que ça va pouvoir apporter ? Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de voitures autonomes. Axel fait actuellement son stage dans une entreprise qui justement travaille sur ces voitures-là. Donc il ne faudra pas hésiter à en parler après. Mais effectivement, aujourd'hui, les voitures autonomes utilisent une intelligence artificielle qui va permettre aux voitures de conduire toutes seules. Alors, on est encore un petit peu loin d'en avoir partout chez nous, mais comment ça fonctionne ? Une voiture autonome va avoir une détection automatique au niveau des éléments qui sont autour d'elle. Donc, c'est-à-dire qu'on va entraîner l'intelligence artificielle qu'il y a à bord des voitures afin de détecter les piétons ou différents objets. Mais ce qui est le plus important, c'est de pouvoir identifier ce qu'on va faire si justement un piéton va traverser la route devant nous. Donc, le plus important, ça va être, oui, c'est très bien de reconnaître ces éléments-là, mais que va-t-on faire si y a un piéton ou si je recule et qu'il y a un mur derrière, etc. Donc, il va falloir justement assigner des actions en conséquence lors des identifications des différents éléments et également avoir du coup, par conséquent, une sécurisation du conducteur, enfin, du coup, de la personne qui est à l'intérieur de la voiture. Aujourd'hui, il y a une détection au niveau des panneaux de vitesse pour justement que les voitures autonomes puissent, encore une fois, assurer la sécurité de tous et respecter le code de la route. Ce qu'il y a également, donc ça, les voitures autonomes, encore une fois, il y a des éléments qui sont très avancés dessus avec des Tesla, avec d'autres modèles aujourd'hui. Un peu plus près de nous, on a à Sophia Antipolis des petites navettes qui ont été mises en place justement, qui sont complètement autonomes et qui permettent justement de transporter les personnes d'un point A à un point B. Donc ça, c'est vraiment un projet qui est concret, qui a une application et qui est proche de nous. Ce qui est le plus représentatif aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans les voitures, c'est toutes les assistances, toutes les aides qu'il y a, avec notamment l'aide au non-franchissement de ligne, avec également tout ce qui va être les caméras de surveillance, avec par exemple pour détecter si le conducteur est en train de perdre son attention par rapport à la route, ou bien également tout ce qui va être aide au parking. Il y a de plus en plus de voitures qui arrivent à se garer toutes seules. Donc voilà, ça passe vraiment par différents éléments. Il y en aura encore de plus en plus au fur et à mesure où on va avancer. Et les voitures autonomes vont arriver sur le marché de plus en plus rapidement. Voitures autonomes, divertissement également. Aujourd'hui, quand on est connecté à Internet et qu'on va sur différents réseaux, différentes plateformes de streaming, il y a un algorithme derrière qui va permettre en fait de vous proposer du contenu adapté à ce que vous aimez. Si jamais vous avez, par exemple, un compte Netflix avec un petit frère, une petite sœur, un enfant, etc., qui ne regardent pas la même chose que vous, vous allez avoir justement des suggestions en rapport avec ce que lui va regarder. Souvent, alors je fais beaucoup de ces présentations dans les lycées et j'ai tendance à dire votre petit frère, votre petite sœur a regardé des épisodes de Peppa Pig et justement, c'est vous vous retrouvez avec plein d'épisodes de Peppa Pig sur votre compte à la place d'autres séries.
Et en fait, derrière, il y a une intelligence artificielle qui va, en fonction de ce que vous regardez, avoir une liste des thèmes que vous aimez et qui va lui permettre justement de vous suggérer du contenu en fonction de votre appétence, on va dire, par rapport à certains thèmes. Également, ce qui est important, c'est que en plus de ça, en plus de ces j'aime qu'on peut laisser sur certaines séries, le fait d'avoir regardé la série de A à Z, etc., ou d'avoir regardé plusieurs films, derrière, il y a un recoupement des différents profils des utilisateurs pour dire, alors, cette personne-là a regardé les mêmes séries que vous, elle a regardé les mêmes films que vous, et elle a regardé également cette série de A à Z. Et bien, potentiellement, cette série va vous intéresser. Donc effectivement, il y a vraiment le fait de regarder quel autre utilisateur a regardé les mêmes choses que vous pour vous permettre d'avoir encore plus de contenu aujourd'hui. Et donc effectivement, ce renforcement-là va intervenir avec les avis des autres personnes. Parce que la personne qui a regardé les mêmes séries et qui a mis un j'aime sur une autre série, bah forcément, vous allez avoir cette recommandation derrière pour appuyer cela. Et pour la petite anecdote, ce qu'il faut savoir, c'est que la série House of Cards existait avant au Royaume-Uni, si je ne me trompe pas. Et en fait, Netflix a un algorithme qui a détecté que à cette époque-là, cette série-là, en la reprenant et en mettant des acteurs américains, en la mettant avec de la présidence américaine, etc., allait marcher. Et donc, ils ont produit cette série suite à une prédiction de l'intelligence artificielle. Et, spoiler, ça a marché. Voilà, je me permets de reprendre la parole pour parler d'un sujet qu'on aborde peu dans l'art, parce que, notamment dans cette présentation, on a vu différents cas concrets de l'art dans quelque chose de pratique, dans quelque chose d'utile dans la vie de tous les jours. Mais ce n'est pas que le cas. L'art, c'est aussi très présent et de plus en plus dans des domaines plus créatifs, donc dans l'art. Je vais vous présenter deux des œuvres que j'ai le plus aimées et qui ont un sens et une relation très proche avec l'intelligence artificielle et, en général, les ordinateurs. L'œuvre que vous voyez à l'écran, c'est Mindering Rivers. Ça a été créé en collaboration avec le studio d'art Onformative et Google. Qu'est-ce qu'ils ont pris ? Ils ont pris un cas concret de la nature, c'est les rivières. Quand vous laissez des rivières sur des années, des dizaines d'années, elles vont commencer à moduler le paysage et à briser les cercles de rivières, disons, pour créer d'autres courants. Là, on peut le voir très clairement à l'écran. Ils ont pris ça, ils ont entraîné une intelligence artificielle en lui donnant des vidéos pendant des dizaines d'années de ces rivières, et ils ont réussi à créer un algorithme qui génère des courants comme cela. Grâce à ça, Onformative a pu ajouter sa patte artistique et créer cette œuvre d'art qui est disponible donc dans de nombreuses conventions. Mais c'est pas tout, il y a aussi un deuxième artiste que j'affectionne particulièrement, c'est Refik Anadol. Il est extrêmement populaire dans ce domaine-là, et une œuvre que j'adore de lui, c'est Blacksea. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il adore prendre des données, il adore prendre des datas qu'il a récupérées dans le monde entier et, grâce à l'intelligence artificielle, créer des œuvres d'art. Là, ce qu'on voit, c'est le résultat de millions de données de radar qui ont scanné la mer Noire et qui ont permis de retranscrire un peu ces mouvements de marée, ces mouvements de mer et d'eau. Grâce à ça, il a créé cette œuvre d'art qu'on voit actuellement. Et bien d'autres. Effectivement, aujourd'hui, on est vraiment sur une liste très courte, au final, de ce qu'est l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne. On peut penser, par exemple, également à tout ce qui va être l'utilisation au niveau de la domotique, avec de plus en plus de maisons connectées, avec de la reconnaissance vocale derrière, avec des assistants, où le but au final de cette intelligence artificielle va être d'interpréter les demandes des utilisateurs. Donc effectivement, c'est bien beau de retranscrire, j'ai dit effectivement dis Siri ou OK Google, etc., d'ouvrir les volets, mais quelle est véritablement l'intention de l'utilisateur derrière ? Ça va être ça vraiment, cette interprétation de l'intelligence artificielle pour pouvoir exécuter la bonne action derrière. On en parlait dans l'introduction, dans la médecine, il existe aujourd'hui des robots téléchirurgicaux, pas facile à dire, qui vont permettre de opérer
des personnes qui ont eu des AVC à distance. Donc, c'est-à-dire que des grands chirurgiens qui vont travailler dans des centres hospitaliers dans les grandes villes vont pouvoir assister des petites maisons de santé dans des milieux un peu plus ruraux pour justement permettre de résoudre des problèmes divers grâce à ces robots-là. Donc aujourd'hui, effectivement, la médecine, c'est vraiment quelque chose qui est pionnier au niveau de l'intelligence artificielle et qui va permettre de développer de plus en plus de choses. Il y a également tout ce qui va être dans la finance avec des algorithmes et des intelligences artificielles qui vont chercher à anticiper les cours de la bourse, les cours des crypto-monnaies, etc., pour pouvoir justement savoir quand est-ce qu'il est intéressant de acheter certaines crypto-monnaies et des fois de vendre. Donc ça également, il y a énormément de choses dessus. Il va y avoir, avant vous avez eu une conférence sur le parfum. On pourrait dire qu'effectivement le parfum et l'intelligence artificielle c'est quelque chose à 1000 lieues. Et ben non, effectivement c'est quelque chose où il y a la possibilité de travailler dedans. On est dans une région à côté de Monaco. Monaco a un objectif Smart City. Smart City, ça va être quoi? Ça va être par exemple en cas de bouchons, en cas de problèmes sur certaines routes, l'adaptation des feux tricolores pour justement faciliter la route et le passage des personnes dans la ville. Ça va être plein d'autres choses comme ça qui ne sont pas forcément reliées à de l'intelligence artificielle, la Smart City, mais il y a effectivement ces données-là qui restent très importantes. Et effectivement, on ne sait pas ce que ça va déboucher, sur quoi ça va déboucher. Donc potentiellement, dans 10 ans, on pourra refaire un état des lieux de tout ce qu'il y a et voir tout ce qui s'est passé depuis. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ça vous a apporté un petit peu quelques éléments sur ce qu'était l'intelligence artificielle. Merci.